5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, membres permanents, ça représente à peine un quart de la population mondiale. Même pas, à peine 20% de la population mondiale. Parce que quand disons 20, 22, 23%, parce que quand vous prenez la Chine, 1,4 milliard, vous ajoutez les États-Unis, 360, vous ajoutez la France, l'Allemagne, puis la Grande-Bretagne, ça va faire quoi? Vous ajoutez, qu'est-ce que je raconte? Vous ajoutez la France et la Grande-Bretagne, c'est quoi? Ça fait 120, 130 millions. Vous êtes à peine vous n'êtes même pas à 2 milliards. Donc ça ne fait même pas 22%. À peine 22-23% de la population mondiale. Donc le critère démographique n'a plus de sens aujourd'hui. Le critère économique, qui partait du principe qu'à l'époque, ces pays-là représentaient encore des puissances, également, oui, disons, représentaient quand même autour des 2/3 du PIB mondial, ou un peu plus légèrement plus que des 2/3 du PIB mondial. Eh bien, ce critère est battu en brèche aujourd'hui, parce que quand vous regardez mis ensemble, sur la démographie, quand vous ajoutiez l'URSS, vous étiez probablement un peu moins. Aujourd'hui, ça représenterait, en tout cas, pas plus de 25%. Si vous prenez le PIB à l'époque, vous êtes quand même autour d'un peu plus de 2/3, mais si vous prenez ça aujourd'hui, ça l'est pas tout à fait. Vous êtes probablement autour de peut-être un peu du tiers ou de 40%. Si vous mettez les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc vous voyez que ça devient quelque chose qui n'est plus, les critères ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais qui compose le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il y a donc les 5 pays, les États-Unis, à l'époque la Russie, l'URSS, donc il y a les États-Unis, l'URSS, il y avait, il faut comprendre que la Chine y est entrée qu'après. Parce qu'en 1945, la Chine n'était pas indépendante. Il y avait la France, il y avait la Grande-Bretagne, et la Chine n'a rejoint ce conseil que bien plus tard. Bon. Je crois que c'était en 1970, par là, quelque part. Donc, vous avez ces 5 membres qui sont les membres permanents, et puis vous avez 10 autres membres qui sont des membres élus pour 2 ans, même si ce système peut être imperfectible. Et il y a donc que les 15 membres se succèdent à la présidence du Conseil tous les mois, suivant l'ordre alphabétique de leur nom, en langue anglaise. Donc, tout naturellement, la Russie le mois d'avril lui est consacré. Donc, quand vous y arrivez, il y a des gens qui soulèvent la question de dire, oui, mais en fait, la place même de la Russie, vous savez... est-ce que la Russie est l'héritier direct et réel de l'URSS? Je pense que les gens, ils cherchent le sexe des anges, en fait, et puis les dents des poules. C'est une évidence qui crève les yeux que la Russie, c'est la grande héritière de l'URSS. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne n'a jamais cherché à questionner, la place de la Russie en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, 2, en tant que membre du Conseil de sécurité, 3, en tant que membre permanent. Donc, et avec droit de veto. Donc, personne n'a jamais pensé à ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que le monde change. Et on n'a plus seulement les G20, etc. On a les BRICS qui sont arrivés entre-temps. En effet. Et qui ont créé on dit ça en anglais, shift. Une sorte de mouvement. Non, shift, c'est... Un recul. Non. Et shift, c'est une sorte de déplacement qui dit un changement. D'accord, un bousculement un changement, non. Un changement peut-être, mais un changement. Disons, retenons le concept général. Un changement dans la géopolitique internationale. Et ce changement dans la géopolitique internationale fait que, aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, les Occidentaux, en fait, remettent en question non seulement la place de l'URSS, de la Russie, pardon, et on comprend très bien maintenant pourquoi est-ce que le fameux mandat de la CPI a été émis, parce qu'ils sont tous à pousser des cris d'orfraie, à dire « Oh, ça va être la première fois qu'un président poursuivi par la CPI le président d'un pays, un pays dont le président est poursuivi par la CPI va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. » Bon, je crois qu'au fond,
ça, c'est des détails qui ne vont impressionner personne et ça ne changera rien. Donc, aujourd'hui, tout le monde pose cette question, tout le monde essaye de tirer dessus. La Russie n'a pas le droit d'être là, il faudrait que la Russie recommence par tout le processus pour... Mais pourquoi on n'a pas posé ces questions-là quand il fallait régler les grands problèmes auxquels la Russie a participé depuis 1991? Personne n'a posé cette question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que, en fait, il y a quelque chose qui se lie entre les lignes dans ce discours occidental. Oui. Ça veut dire que l'ONU est leur affaire. C'est le machin, comme disait De Gaulle, c'est leur machin. C'est-à-dire que c'est le machin des Occidentaux. Et aujourd'hui, que pour une fois, ils se rendent compte que ce machin n'a plus la capacité, ne leur donne plus le pouvoir de contrôler et surtout d'influencer le monde comme ils le souhaiteraient, eh bien, ils estiment qu'ils devraient éjecter un certain nombre de personnes, puisqu'ils certes sont allés jusqu'à parler d'exclusion de la Russie. Je trouve que c'est quand même grave pour des gens qui veulent la paix dans le monde. Pour les gens qui veulent maintenir la paix dans le monde. Et lorsque vous dites justement que l'ONU est considérée aujourd'hui comme le machin, je prends votre expression de tout à l'heure, des pays occidentaux, est-ce que ce n'est pas dans la même lancée justement que l'Ukraine estime que l'institution manque aujourd'hui de poids parce que peut-être elle n'arrive justement pas à affirmer sa position occidentale? Je pense que pour les pays comme l'Ukraine, mais oui, ça va dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ce n'est pas ce que les Occidentaux pensent qui est implémenté par l'ONU, l'ONU est dans une mauvaise passe. Tant que le monde reste sous la coupe, sous la gouverne, sous le diktat occidental, alors le monde, tout va bien. Mais en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Qu'est-ce qu'on recherche? Parce qu'il faut bien expliquer aux gens comment fonctionne le Conseil de sécurité, parce qu'on va arriver à une question fondamentale. Si ces gens demandent l'exclusion de la Russie, contestent la présidence de la Russie, ça veut dire que, d'une certaine manière, ces gens-là appellent à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, nous sommes d'accord sur un point. C'est qu'il faut effectivement, si vous voulez, réformer tout cela. Nous, en Afrique, nous, les panafricanistes, nous ne disons même pas qu'il faut réformer. Nous disons qu'il faut transformer totalement cette affaire. Et je vous dirai en quoi. Mais à quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU? Le Conseil de sécurité de l'ONU sert à recommander, je préfère lire dans leur texte. D'accord. Sert à... Alors, il peut recommander des procédures de règlement pacifique des différends. Il peut autoriser l'usage de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité. Il peut mettre en place une opération de maintien de la paix. Il peut créer des régimes de sanctions. Il peut établir des tribunaux pénaux internationaux. Mais il peut également décider d'adopter des déclarations. Donc là, c'est le président du Conseil qui s'exprime à la presse. Mais ça n'a pas... ça fait l'objet d'un vote, mais ça n'a pas justement le pouvoir juridique contraignant comme les premiers éléments que j'ai cités. Là, ça a c'est des éléments contraignants juridiquement, sont opposables aux nations. Alors, l'ONU, le Conseil peut être saisi d'une question relative à la paix et à la sécurité internationale par un État membre, un État non membre, parti aux différends. Aux différentes questions. L'Assemblée générale peut le faire, le secrétaire général peut le faire. Et le Conseil peut également inviter les États dont les intérêts sont affectés par le sujet à participer au débat. Mais eux, ils n'ont pas le droit de vote. Voilà ce que peut faire. Voilà en fait les missions du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous comprenez que, et puis il y a des dispositions qui veulent que quand un sujet est mis sur la table, le pays qui préside le Conseil, s'il est concerné, il joue juste un rôle d'observateur. Oui. Il ne participe pas au débat, etc. Mais il participe au vote, mais pas au débat. Il joue juste le rôle d'observateur. Cela peut laisser croire que le président du Conseil de sécurité, au fond, n'a pas grand pouvoir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que en fait, le pays qui assure la présidence de l'ONU, si cela n'a pas... ça dépend du contenu. La plupart des pays arrivent là, font plus... de la diplomatie? Non, disons... De l'observation? De l'observation réellement. Oui. Ils ne font pas quelque chose de précis, mais en fait,
Le président du conseil, c'est lui qui organise les réunions, qui fixe l'ordre du jour. Vous savez que fixer l'ordre du jour, ça veut dire que c'est vous qui définissez de quoi on va parler, donc vous décidez. Et les résolutions, c'est lui qui fait la revue. Toutes les résolutions qui vont être rédigées, soumises, c'est ce pays qui va en faire la revue. Donc, peut décider que telle chose fera partie du contenu de la résolution ou pas. Oui. En réalité, la présidence du Conseil de l'ONU vous donne l'opportunité d'une impulsion politique extrêmement importante. Mais c'est à vous de savoir créer cette impulsion-là. Si vous ne la créez pas, en fait, vous vous retrouvez président de Conseil. On a vu beaucoup de pays africains qui ont fait un passage à vide, en général, parce que aucune impulsion politique. Oui. Donc, on peut y arriver. Ce pays-là a un pouvoir extraordinaire. Il peut remettre sur la table des dossiers que les autres pays ne veulent pas du tout aborder. Oui. Il peut éviter un certain nombre de dossiers, mais même si, compte tenu des modalités de saisine, il est bien obligé, quand ces modalités sont respectées, d'inscrire à l'ordre du jour les sujets qui ont été soumis, mais il peut décider d'en soumettre d'autres, et surtout, en gérant l'ordre du jour, orienter les débats dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, impulser sur le plan politique une des orientations sur le travail de l'ONU qui peuvent influencer le travail de l'organisation au cours des années et même des décennies qui vont suivre cette présidence du Conseil. Donc, il y a beaucoup de choses qu'un pays peut faire en réalité. Et c'est ça que les Occidentaux craignent. Ils craignent que la Russie, au cours des réunions, et il faut savoir que le Conseil de sécurité se réunit 2 à 3 fois par semaine, généralement à huis clos. Oui. Donc, il y a 3 réunions importantes qui sont annoncées, mais en fait, c'est beaucoup plus des conférences que des réunions particulières. Mais les vraies réunions de travail du Conseil de sécurité, c'est 2-3 fois par semaine, et c'est très dense, et ça peut aboutir à des choses qui peuvent bouleverser l'ordre mondial, ou tout au moins susciter un débat de fond au niveau géopolitique. Et c'est ce que les Occidentaux craignent. Par exemple, que la question ukrainienne soit traitée d'une certaine façon finalement, que les relations avec l'Afrique, qu'ils veulent réorganiser selon le pacte colonial, que évidemment la présence de la Russie vienne bouleverser ça. Chambouler un peu les programmes. Oui, bien sûr. Et c'est tout ça. La question de la réforme justement du Conseil de sécurité, par exemple, c'est une question qui est portée généralement par les pays qui ont intérêt à ce que ce soit réformé de telle manière que leur place, qui est menacée clairement, ne soit pas du tout sur la sellette. Je vais prendre un texte proposé, des orientations proposées par exemple par la France. Alors, sur la question de la réforme, la France pense que il faut améliorer la représentativité et l'efficacité du travail du Conseil. Bon, c'est relativement vague. Alors, ils disent... Parlez dans votre micro. Alors, ils disent, parce que comme je voudrais lire dans leur texte, alors ils disent ceci. Ils disent sur 5 points, les catégories des membres, donc il faut revoir ça, il faut revoir la représentation géographique, la relation entre le Conseil et l'Assemblée générale, parce que c'est souvent source de conflit. Oui. Et la taille d'un Conseil élargir ses méthodes de travail, la question du droit de veto. Alors, ça c'est le plus intéressant. Pour la France, il faudrait élargir le Conseil et faire accéder à un siège permanent l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, le Japon. Mais pour les Africains, seulement assurer une présence plus importante. Ça veut dire quoi? On élargit le cercle des membres permanents qui ont un droit de veto. Et on élargit le cercle des pays qui viennent juste observer. Et ces pays-là, les Africains, eux, ils restent à ce niveau. Donc, vous comprenez que quand la France, depuis tous ces présidents qui gesticulent en disant « Oui, mais on va se battre pour que l'Afrique ait une place de membre permanent », en fait, c'est le discours qu'ils tiennent quand ils sont en Afrique ou quand ils ont les Africains devant, mais dans les propositions que la France soumet à l'ONU. Au Conseil de sécurité. Elle demande juste d'ajouter le nombre de pays africains qui peuvent venir observer. Donc on élargit, comme il y a 15 pays qui constituent le Conseil, on va élargir le nombre, et je rappelle que dans le cadre du Conseil, l'Afrique a 3 places. Donc, oui, je crois que c'est ça, oui. L'Afrique, c'est 3 places. Et donc, ce que la France demande, c'est que l'Afrique ait un peu plus de places parmi au Conseil de sécurité, mais pas du tout de places de membres permanents. Donc, vous comprenez que parmi les 15, on va dire à l'Afrique, vous avez 3 places. Donc, après, même si on élargit à 30, on va dire à l'Afrique, bon, mais vous avez... On peut même donner 10 places à l'Afrique.
Oui. Mais les autres ont le droit de veto. Donc les Africains peuvent bavarder, sauter, crier, monter sur les tables. Après, les autres n'ont plus le droit de veto. En fait, la France ne veut pas du tout qu'un pays que les pays africains, particulièrement les pays qui parlent le français et utilisent le franc CFA, accèdent à ce pouvoir-là. Voilà. Oui. Sauf que c'est une très mauvaise chose de manière générale, tout ce qu'on est en train de faire, tel que le Conseil de sécurité fonctionne et tel qu'on propose ce type de résolution. Le principe de la réforme est accepté aujourd'hui par 106 pays parmi les près de 200 membres de l'organisation, dont de l'ONU. Mais tel que c'est fait, nous estimons que c'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? C'est mauvais parce que si aujourd'hui, les pays comme la France sont devenus membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que, et c'est clairement dit dans les documents d'époque, que il fallait que les pays membres aient la moitié de la population mondiale, pas par eux seuls, mais en tenant compte de leurs colonies. Ça veut dire qu'en 1945, quand on prenait les colonies anglaises, les colonies françaises, les colonies portugaises et hollandaises, les Hollandais et les Portugais soutenaient les Français. Et les Britanniques, en tout cas c'est les Européens. Donc, laissons même, quand on prenait les colonies françaises et anglaises, plus les États-Unis et tous les membres de l'époque, ça faisait plus de la moitié de la population mondiale. Maintenant que ces pays n'ont plus de colonies, la chose qu'on a faite à partir des indépendances 1960, c'est de s'assurer que pour un pays comme la France, elle doit veiller à ce que les pays de la zone franc soient systématiquement alignés sur le vote des pays occidentaux. Cela s'est fait, mais ça a commencé à craquer après 2010. Du coup, ça remet en question la place de la France. La question démographique fait que la France est dépassée. Oui. Bon, laissons l'Allemagne, c'est un pays occupé. La Turquie, prenez la Turquie, le Pakistan, l'Inde, même l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, non, l'Indonésie, le Japon, c'est un pays occupé, et puis vous prenez le Brésil, le Nigeria même. Quand vous prenez sur la question démographique, et même des pays comme le Mexique, quand vous prenez le paramètre démographique, oui. Eh bien... il y en a plus d'un qui dépasse largement l'Iran, etc. Vous voyez que tous ces pays-là sont beaucoup plus peuplés. Sur le PIB, sur le PIB, la France reste intéressante, mais l'Inde a un PIB plus important. Du coup, la question va se poser, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que... Voilà, au niveau de ces critères, vous voyez que c'est un sérieux problème. Alors, l'Inde, par exemple, cumule le fait d'être un pays, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et bénéficie donc du critère démographique. Le critère démographique, le critère du PIB, mais également, c'est une puissance nucléaire. C'est très important. Oui. Donc, vous voyez qu'il y a un tel bouleversement qui est que, aujourd'hui, les 15 pays de la zone France, si la France, et elle est en train de perdre leur vote unanime, qui lui est soumis, vous voyez qu'il y a des pays qui lui enlèvent même, et qui lui dénient désormais le rôle de porte-plume. Oui. Nous avons déjà expliqué ça ici, ce que c'est qu'un porte-plume. Donc, qui le lui dénie, ce qui veut dire que la France n'a plus vraiment de pouvoir. Son influence au niveau mondial, qui restait où ça restait seulement en Afrique, s'est effritée. Comment un tel pays peut-il continuer à jouer le rôle de conscience morale, donc au niveau mondial? Donc vous avez ce genre de problème et vous avez d'autres types de problèmes. Voilà pourquoi sa proposition d'élargissement ou sa proposition de réforme est une proposition d'élargissement. C'est-à-dire nous y sommes, on reste, ajouter d'autres personnes. Ça a été adopté. Quand on dit 106 pays, en fait c'est essentiellement les pays occidentaux et leurs affidés, les pays qui les soutiennent. Personnellement, je pense que c'est une autre réforme qui est plus intéressante. Et c'est pour cette raison que, je l'espère, dans mon prochain ouvrage, c'est quelque chose qui va être présenté officiellement au monde. Je crois qu'il faut faire ça autrement. Oui. Si nous voulons un monde en paix, mais est-ce que les pays qui sont présentés comme occidentaux aujourd'hui veulent-ils la paix?
C'est une question qu'il faut sérieusement se poser. Parce que je suis convaincu que si vous faites taire l'Occident, le monde gagnera 2000 ans de paix. Parce que à cause du swag de l'Occident, du swag politique et militaire, sécuritaire de l'Occident depuis 2000 ans, le monde a eu 2000 ans de guerre incessante. Je pense que ce qu'il faut, le Conseil de sécurité doit représenter les continents. Au moins, on a là un paramètre indépassable. Vous ne pourrez pas demain dire qu'un continent n'existe plus ou il est devenu plus grand ou plus petit. Oui, il a perdu sa capacité démographique, par exemple. Il peut même perdre sa capacité démographique, mais il existe toujours en tant que continent. Il est là. C'est quelque chose qui pourrait ne pas... qui est tangible et qui est stable. Oui. Donc, au Conseil, on peut effectivement continuer à avoir seulement 5 membres, mais dans ce cas, on a l'Afrique, vous vous débrouillez, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et puis l'Océanie. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que vous allez vous débrouiller, soit vous constituez un État continental et donc vous avez votre diplomatie de l'État continental qui vous représente, soit vous êtes fragmenté, mais vous êtes obligé de vous entendre, donc d'avoir la paix chez vous. Et comme ça, vous désignez soit un représentant continental, soit une rotation de vos États que vous définissez vous-même pour aller vous représenter. Mais la vérité est que vous êtes serez donc nécessairement obligé de vous entendre sur la prise de parole de ce représentant-là. Donc, or, qu'est-ce que ça va, quelle est la conséquence première? C'est que ça casse définitivement toute l'influence occidentale sur le monde, puisque ce ne sera plus lié à leur capacité à faire la guerre aux autres, ce ne sera plus lié à leur capacité à massacrer les autres à travers le monde, ce ne sera plus lié à des références historiques totalement désuètes, qui sont d'ailleurs une honte pour l'humanité, parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est une honte pour l'humanité. Et je crois que le seul vrai pays qui a gagné la guerre avec panache, c'est la Russie. Les autres, bon, il y a eu la bombe atomique, je ne sais pas si on était obligé d'aller jusque-là. Bon, puis il y a des gens qui n'ont pas été à Yalta, qui écoutaient seulement à Potsdam. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr que ces gens-là devraient être comptés parmi les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois que une telle réforme est une rupture de 2000 ans sur la pensée occidentale. Et ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont du mal à accepter. Nous devons faire jouer l'intelligentsia africaine et muscler un peu le jeu, élever le niveau pour mettre au défi ces gens-là, pour les mettre au défi et leur demander s'ils sont capables d'atteindre si vous voulez, les standards d'une nouvelle humanité, une humanité suffisamment affinée, suffisamment policée, civilisée, qui ne peut être orientée que vers la recherche de la paix et de la vraie sécurité internationale. Il ne peut pas y avoir de sécurité sans paix. Or, la paix, elle ne se fait pas par les armes, la paix se fait par la construction d'une société juste, d'une société qui satisfait les besoins de tout le monde. Si nous décidons de satisfaire les besoins de tout le monde, nous sommes obligés soit d'avoir des États continentaux, soit, ne les ayant pas, de nous assurer que l'organe qui gère le dispositif institutionnel mondial est un organe qui représente les continents. Aussi simple que cela. Bon, il y a beaucoup de réserves il y a au moins une réserve sur laquelle il faut retravailler sur cette proposition. Est-ce que l'Océanie est vraiment un continent? Puisqu'elle est habitée par l'ethnie européenne, en fait. Est-ce que c'est un continent? L'Amérique, c'est l'ethnie européenne qui y est majoritairement aussi, c'est un autre problème. Et là où l'Europe a le plus peur, c'est si les Asiatiques, et en tout cas ceux de l'Extrême-Orient, s'entendent avec les Africains pour imposer, par exemple, une représentation ethnique au Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel cas il n'y en aura que 3. Il n'y aura que 3 membres. Une représentation des Noirs, une représentation des Blancs et une représentation des jaunes. Ça peut être... On a peur d'affronter les questions sur le plan du point de vue racial, et pourtant les races sont là et crèvent les yeux. Nous les voyons dans les rues tout le temps. Donc, vous pouvez avoir un conseil de sécurité sur cette base-là.
où il y a quelqu'un qui représente les noirs, un qui représente les jaunes et l'autre qui représente les blancs. Et certains estimeront que c'est revenir à l'époque antique. Ça n'a jamais été fait. Donc on revient à rien du tout. Il se trouve simplement que, en fait, nous n'avons pas le courage de nous accepter tels que nous sommes. Moi, je suis noir. Les gens sont contents, sont pas contents que je le dise. Je le dis, je m'en fous. Parce que de toute façon, ça crève les yeux. Je peux même pas changer ça. Je suis noir et je parle pour les noirs parce que c'est d'abord eux, mais c'est ma famille, c'est mon environnement immédiat. Les blancs, ils sont blancs. C'est évident. Les jaunes, ils sont jaunes. C'est évident. Il y a des nuances entre tout ça, mais toutes ces nuances, croyez-moi, quand il faut qu'elles s'alignent, exactement comme des éléments magnétiques, ils s'alignent clairement. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème. Vous n'allez jamais demander à un Sud-Coréen, un Nord-Coréen de s'aligner en disant qu'il est blanc. C'est pas possible. Ou un Japonais. C'est pas possible. Un Indonésien, ça va être bizarre. Vous demandez à un gars de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il va s'aligner derrière les Africains. Il est noir. C'est évident. Ou à bon, on les appelle aborigènes. J'aime pas trop ça, mais bon... les thèmes sont un peu compliqués pour nos téléspectateurs, pour donner les noms, mais des tribus, des peuples autochtones d'Australie. Et que quand vous leur parlez, ils s'alignent derrière les Noirs. Ils savent qu'ils sont noirs. Donc, on peut avoir une telle approche aussi, qui a sa valeur. Les gens vont vous dire, oui, mais il n'y a qu'une race humaine qui s'appelle... Oui, mais toute la pratique politique depuis 2000 ans consiste à distinguer les Noirs et les Blancs et tout le reste. Donc, vous êtes là sur des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas pratiques, qui ne sont pas quotidiennes. Donc, il y a ces deux options en matière d'organisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, la question de fond que cela soulève, c'est... Vous ne voulez pas que soulève la présidence russe du Conseil de sécurité, c'est qui doit choisir le président, qui doit définir les modalités de la direction du monde. En fait, le problème de fond, voilà le problème de fond. Qui a l'autorité, la légitimité pour choisir la direction du monde? Les mécanismes de la direction du monde, l'organisation de la direction du monde. L'Occident prétend justement à cela parce qu'il estime que, au fond, c'est lui qui a conçu ce genre de choses. Sauf que si vous vous fondez sur l'idée que le concert des nations développé déjà par les gens comme John Locke ou des gens comme Hobbes, si vous vous fondez sur cette approche-là, eh bien, vous êtes sur une approche belliciste, et c'est pour ça que l'Occident, croyant que c'est sur ces philosophes, ces penseurs occidentaux qu'on s'est appuyé, alors cette affaire-là, ils en ont la légitimité. Oui, mais vous en avez la légitimité parce que vous avez colonisé le reste du monde qui a été obligé de vous suivre. Mais en même temps, qu'est-ce que le reste du monde devrait faire? Mais c'est de fonder la réorganisation du monde, la direction du monde, les mécanismes de la direction du monde sur leur propre culture. Et de proposer ça comme la nouvelle donne, comme le nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, eh bien, l'Occident sera obligé de l'accepter. Pour quelle raison? Eh bien, parce que l'Occident représente aujourd'hui à peu près le quart, l'ethnie européenne, à peu près le quart de la population mondiale. À peu près. Toute l'ethnie européenne. Mais parmi tous ces pays de l'ethnie européenne, tous les pays ne sont pas forcément pro-occidentaux. Il y a des pays où on trouve l'ethnie européenne, mais qui estiment que la façon dont l'Occident gère le monde ne lui convient pas. Cuba, Venezuela, etc. Colombie. Vous voyez qu'en Colombie, c'est la gauche qui vient de prendre, qui a longtemps été pourchassée pourfendue par l'Occident. Donc, nous devons aller au-delà. Il ne s'agit pas de s'arrêter sur Zelensky, il dit ceci, la France pense que, l'Allemagne pense que. Non, c'est pas ça. La vraie crainte, c'est que la simple réforme, par exemple, d'une Conseil de sécurité sur les bases démographiques PIB dont on a parlé tout à l'heure, ferait que, comme par exemple un pays comme la France ne correspondrait plus à ça, eh bien, il n'aurait plus de place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais sauf que si la France n'y est plus, c'est toute l'Union européenne qui n'a plus de poids là-bas. Non, qui n'a plus de représentation au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. D'existence même. Bon, disons qu'il sera là, mais ils ne seront plus membres permanents. Parce que la Grande-Bretagne n'est plus, ne fait plus partie de l'Union européenne. Voilà les vraies craintes.
Vous imaginez toute l'Union européenne n'ayant plus ça, tous ces anciens colons totalement hors de là où se prennent les décisions stratégiques et géopolitiques du monde. Voilà les problèmes de fond auxquels nous sommes confrontés. Donc tout le bavardage, parce que pour l'essentiel c'est du bavardage, hein, tout le bavardage que vous entendez, tout le bruit que les gens font autour de cette présidence russe. C'est une crainte bien emballée à l'intérieur. Oui. C'est l'idée que le monde change, mais il semble leur échapper. Et comme il risque vraiment de leur échapper, alors il faut tout faire pour discréditer tous les autres. Aller même jusqu'à dire que la présidence russe entame la crédibilité de l'ONU. Pourtant, les Russes étaient là quand même en 2002, février 2002. 2022, pardon. Ils étaient là en février 2022. Que ça entame la crédibilité de l'ONU. Dire que ce président-là, il est poursuivi. Ce président-là est celui qui a commis le plus de crimes de guerre documentés. Bon, pour nous, les Africains, ça laisse songeur parce que si on se met à parler des crimes de guerre documentés sur le sol africain menés, commis par les pays occidentaux, eh ben, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait prendre, si on devait mettre ça sur un papier qui a une largeur équivalent à celui d'une feuille blanche de format A4, je suis persuadé qu'on ferait le tour du monde plusieurs fois sur la documentation de ces crimes de guerre et de ces atrocités qui ont été commises. Donc, je crois que ça ne justifie en rien le fait que quelqu'un commette ou non des crimes quelque part. Mais je veux dire que un tel critère, s'il peut être disqualifié par le fait que ceux qui en parlent seraient les premiers à tomber sous le coup de ce genre de choses, alors tout le monde est disqualifié. Donc cherchons un autre critère. Et les critères, de mon point de vue, c'est les deux options que je propose. Et je pense que le Conseil de sécurité, la question du Conseil de sécurité qui est soulevée aujourd'hui est une question qui est celle, en réalité, qui est ceci. Comment diriger le monde aujourd'hui? Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place pour une direction à la fois consensuelle et efficiente du monde? Comment organiser la direction du monde aujourd'hui pour que tout le monde soit impliqué, donc de façon inclusive, mais également pour que cette direction du monde, de façon impérative, aboutisse ou conduise toujours et aboutisse toujours à la paix et à la prospérité partagée. Ce sont des questions extrêmement importantes qui ne sont pas formulées et abordées comme ça, mais qui sont des questions très proches des discours des gens comme Xi Jinping, particulièrement dans ses deux derniers ouvrages, qu'on retrouve dans mais qu'on va retrouver également déjà dans le discours de Karl Marx. Mais mieux encore, c'est un discours qu'on retrouve déjà dans ce qu'on appelle la révolution osiréenne dans l'Égypte antique, 2500 ans avant l'ère actuelle. Comment comment structurer la direction de nos États et du monde de telle sorte que cela soit inclusif, de telle sorte que cela conduise inéluctablement et même apodictiquement, c'est-à-dire de façon universelle et nécessaire, à la paix et à la prospérité partagée. Ce qui est le fondement de la sécurité. Merci Dr Yamtimba. Peut-être une question avant de sortir du pan mondial pour attaquer une question particulière. On peut donc attendre de la Russie cette fameuse impulsion pour la refonte, ou alors la refondation, disons-le ainsi, du Conseil de sécurité de l'ONU. On peut y compter réellement quand on sait les penchants multipolaires tout simplement de la Russie. Je pense que pour le moment, la Russie n'a pas envie d'ouvrir plusieurs fronts. La Russie a simplement besoin d'utiliser cette présidence. Je crois que le ministre Sergei Lavrov l'a annoncé. Et je crois que la communication officielle de la Russie a été claire. C'est d'utiliser cette présidence pour restaurer la dignité de l'ONU et pour mettre sur la table des problèmes qui n'ont pas été abordés depuis toujours et pour proposer des règlements à un certain nombre de problèmes qui bloquent la marche de l'humanité. Je ne pense pas que la réforme de l'ONU, ils aient vraiment envie de s'y attaquer parce que, je pense qu'au fond, vraiment d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt et en même temps, ils se disent un ou deux pays africains de plus ou 2 ou 3 pays de plus au Conseil de sécurité, ça changera quoi? Peut-être tirer la refondation justement un peu plus loin que ajouter 1 ou 2, 3 pays africains. Je vais vous dire quelque chose.
vous avez des pays qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité, mais qui ont beaucoup plus d'influence que beaucoup de pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je prends un exemple. Vous croyez vraiment que, à votre avis, vous croyez qu'un pays comme la Grande-Bretagne, Oui. vous croyez que c'est un pays qui a autant d'influence que la Corée du Sud dans le monde? Certainement pas. Vous croyez que la France a autant d'influence que la Corée du Sud? Il faut que nous sortions un peu de l'Afrique ici. Hein. Quand on est là, enfermé dans l'espèce de carcan de la zone franc en Afrique, on a l'impression que la France est un pays important. Oui. Hein. Que, vraiment, la France est un pays très important. Vous croyez que la France parle au Panama? Vous croyez vraiment que les Français arrivent au Panama et bavardent fort là-bas? Ils ne parlent pas fort. Ils ne peuvent pas arriver en Malaisie, ils parlent fort, ils ne parlent pas fort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un travail à faire en Afrique pour redonner aux Africains, redonner, parce que c'est ça qu'on avait avant que la traite négrière occidentale européenne ne démarre pour mettre en esclavage nos ancêtres, mais pire, et ça s'est accentué avec la colonisation. Eh bien, il faut redonner aux Africains la perception de l'économie monde. On en a déjà parlé ici, mais je vais quand même revenir 2 mots là-dessus. L'économie monde, c'est l'accès à l'économie monde, c'est la capacité que votre pays a d'échanger avec tous les pays au niveau mondial. C'est-à-dire qu'un pays comme le Cameroun a la capacité d'échanger avec la Nouvelle-Zélande, le Chili et l'Islande. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'existons pas. Ce n'est pas le cas. Donc, en recréant cette capacité à nous déployer au niveau de l'économie monde, c'est-à-dire avoir une monnaie, avoir une marine civile et militaire, c'est-à-dire avoir du transport aérien qui vous permette d'amener vos gens un peu partout dans le monde, c'est-à-dire avoir une industrie qui fabrique des choses que vous pouvez vraiment exporter, et votre capacité à aller chercher ailleurs ce dont vous avez besoin. Si nous redonnons aux Africains la pleine confiance de pouvoir le refaire, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que nous allons pouvoir réellement restaurer chez les Africains la possibilité, voyez-vous, d'impulser finalement une réforme de l'ONU. Et puis peut-être la question sur laquelle je voudrais que l'on s'attarde également, puisqu'on parlait tout à l'heure de dossiers, d'anciens dossiers, ou alors de dépoussiérer, disons-le ainsi, des dossiers. Eh ben, il y a cette fameuse plainte de l'ONU, du Mali, du côté de l'ONU justement, qui avait saisi le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir en cette présidence de la Russie une manière aussi de prouver peut-être son amitié à l'Afrique en soulevant ce dossier? On rappelle qu'il a été à plusieurs reprises remis sur la table par le ministre Abdoulaye Diop lors des réunions justement du côté de l'ONU. Est-ce qu'on peut s'y attendre tout simplement à ce que ce dossier-là soit soulevé à nouveau? Mais c'est peut-être ça dont je vous parlais. En réalité, le président du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est lui qui définit l'agenda, l'ordre du jour. Donc, il peut introduire les sujets qui l'intéressent. Et effectivement, la Russie peut décider de mettre un tel sujet sur la table. Et ça fait partie des sujets que l'Occident craint. Parce que si le Mali a raison, je dis si le Mali a raison, mais je ne vois pas du tout pour quelle raison les Maliens raconteraient une longue histoire à l'humanité. Ce n'est ni dans leurs habitudes, ni dans leurs projets. Et encore moins un besoin pour eux alors de gaspiller des ressources alors qu'ils en ont très peu déjà et qu'ils essayent de les gérer d'une façon très méticuleuse, absolument efficiente et rigoureuse. Si le Mali a raison, cela va étaler sur la place publique, si vous voulez, la culpabilité, vous voulez dire? Non, même pas. Elles sont connues. Si le Mali a raison, cela va donner l'opportunité à la Russie de crever un abcès sur ce que les Européens font en Afrique. Et ne soyez pas surprise que vous retrouviez que
pendant qu'on est en train de dire Wagner est en Afrique, je sais pas trop pourquoi ils aiment les musiciens autant. Mais Eurogen Fort, personne n'en parle alors qu'ils sont au Mali. Le Centre national d'activité sécuritaire, ils ont quelque chose qui s'appelle comme ça. Oui. Personne n'en parle non plus alors que c'est des armées privées. D'ailleurs soutenues par des gouvernements. Dans le cas de Eurofort, ils sont installés en Italie, ils ont un conseil interministériel, etc. Ils sont financés par des États, mais c'est une armée totalement inconnue du grand public et qui n'est même pas connue de leurs propres armées. Alors donc, et qui opère au Mali, par exemple, et dans d'autres régions du monde. Donc, et qui a même opéré chez eux même, ce qui était extraordinaire parce que des témoins aujourd'hui attestent qu'ils ont opéré pour la répression des gilets jaunes, des choses comme ça. Mais bon, enfin, c'est leurs affaires internes des Européens. De toutes les façons, personne n'en fait. Mais ça indiquerait, parce que ce que beaucoup de gens craignent, c'est l'idée que, en fait, il va être prouvé que la France a survolé le territoire malien sans son autorisation et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'en réalité, ça va démontrer qu'il y a des mercenaires européens qui sont au Mali. Or, il y a des textes qui condamnent fermement les mercenaires. Et ceux qui donc donnent des leçons à la planète tout entière sur les mercenaires seront à découvert. Parfait. C'est ça le fond du problème. Et ce qu'ils voulaient garder caché, finalement, sera découvert. Donc, je crois que l'Europe et l'Occident en général ont la possibilité de se réorganiser. Cette réorganisation va leur permettre de trouver, grâce aux yeux du monde, si vous voulez, du reste de la planète qui est montante, des économies montantes, des peuples qui sont en restauration, une restauration inéluctable et totalement et personne n'a la capacité de l'arrêter dans le cas par exemple de l'Afrique et du panafricanisme. Cette lame de fond révolutionnaire a tout simplement la puissance d'un tsunami et il me semble que jusqu'à preuve du contraire, rien ne peut arrêter un tsunami. Les cyclones de force 5, de niveau 5 sont quelque chose, c'est du... Croyez-moi, c'est de la gnognotte face à cette lame de fond révolutionnaire panafricaniste qui veut restaurer la puissance, la prospérité, la dignité et la liberté de la souveraineté des Africains. Et donc, ils ont la possibilité de discuter avec ces Africains-là pour la construction d'un monde nouveau. Mais il est clair et évident, que le monde auquel nous allons dans lequel nous allons vivre au cours des prochaines 2-3 décennies et au-delà, ce sera un monde puissamment influencé à la fois par l'Afrique et par l'Extrême-Orient. Donc, est-ce que la Russie va remettre cette affaire sur le plateau? C'est fort possible. Et ça peut être à la fois parce que la Russie a bien envie de régler ce type de problème et de faire que ça ne se reproduise plus. Et donc, une résolution peut être prise. La France pourra toujours dire, oh, je n'ai pas envie, je respecterai aucune résolution contre Madagascar. Contre moi, à Madagascar, il y en a 2 ou 3, je m'en fous. Oui, mais il y aura quand même une résolution. Ça veut dire que dans 300 ans, les descendants des Maliens sauront que... Non, ils sauront pas seulement. Ils pourront faire valoir cette résolution. Oui. Quand les Algériens ont dû réclamer aux Français, il y a quelques années, l'argent que la France leur devait, depuis 1830, ils n'imaginaient pas que les descendants des Algériens allaient le faire. Donc, tant qu'il y a ce type de document, et que grâce à cette résolution, il est reconnu que la France a causé un tort au Mali, vous savez, même dans 100 ans, ça peut se régler. Donc, tout ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que la Russie franchisse ce pas. Et là encore, on comprendra justement les démarches russes pour mener le monde vers cette multipolarisation dont on parle depuis plusieurs temps déjà, pour ne plus laisser cours à cette bipolarisation mondiale. Merci, Dr Yam Timba. Voilà qui nous permet de clôturer cette émission
regard panafricain. Le temps, il passe vite, Dr Yamtimba. Oui, ça fait exactement 1 heure que nous sommes en train de parler. On rappelle que à l'ordre du jour des prochaines réunions, il y aura les questions de l'armement. Forcément, on parlera des différentes aides du côté de l'Ukraine et tout ce qui va avec. En tout cas, des questions que redoute également l'Occident, qui ne voudrait pas qu'elles soient mises sur la table, en dehors des anciens dossiers qui seront certainement soulevés, ou du moins c'est ce qu'espèrent certains observateurs avertis comme vous. Peut-être un mot de fin là-dessus, justement. Mais écoutez, ce que nous souhaitons, pas seulement pour la présidence russe du Conseil de sécurité, ce que nous souhaitons, c'est que les nations deviennent de plus en plus responsables. Parce qu'on vient de passer 2000 ans d'irresponsabilité terrible. Et nous espérons que les prochaines, à partir de maintenant, les nations vont être beaucoup plus responsables pour l'essentiel. On a quelques pays qui se montrent absolument sérieux et soucieux de la paix dans le monde, du développement partagé, de la prospérité pour tout le monde. Mais on n'a pas vraiment le sentiment que ceux qui hier ont profité du système, ceux qui ont construit un système capitaliste, le système capitaliste qui leur a permis d'aspirer à travers le reste du monde tout ce qu'ils pouvaient aspirer. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand on dit depuis 2000 ans, les gens se disent oui, mais l'Occident n'existait pas depuis 2000 ans. Oui, mais en fait, tout ça est épuisé dans la Grèce antique. Périclès, le maire d'Athènes, il disait: toutes les bonnes choses affluent vers la cité en raison de la grandeur de la cité. L'Occident ne fait que répéter ça. Toutes les bonnes choses doivent affluer vers l'Occident en raison de la grandeur de l'Occident. Aujourd'hui que l'Occident est en train de perdre la main et que sa grandeur devient de plus en plus, si vous voulez, être dépassée par la grandeur d'autres parties du monde, telles que par exemple l'Extrême-Orient. Et clairement, si les Africains travaillent bien d'ici 2050 ou plus tard 2100, on aura dépassé l'Occident. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais si les Africains travaillent bien, d'ici 2100, l'Afrique sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus riche que pas seulement le G7, mais en fait tous les pays européens et nord-américains réunis. Donc, et plus l'Océanie d'ailleurs. Donc c'est aux Africains de travailler dur et de pouvoir accorder cela à leurs enfants, mais surtout de l'accorder au monde, parce que la puissance de l'Afrique est un élément d'équilibre qui permet d'instaurer une justice mondiale qui nous manque depuis la chute de l'Empire d'Égypte. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tellement conscients de l'idée que un monde est passé, un nouveau doit se mettre en place. Et nous devons travailler à construire, si nous réussissons à construire au moins les 5 États sous-régionaux en Afrique, mais au mieux, rapidement, d'ici 2050, le grand État continental, nous allons être capables de réformer l'ONU de telle sorte que, en fait, soit ce sera la représentation des races, soit ce sera la représentation des continents. Les continents, c'est peut-être beaucoup moins heurté pour les bien-pensants, mais qui se sont quand même appuyés dessus pour massacrer les autres. Donc, on pourra construire pour l'humanité le socle de paix et de prospérité et de bonheur dont il rêve, malheureusement après lequel il court depuis que nous l'avons perdu au moment où l'Égypte antique est tombée. Mais alors, voilà, pendant que la prise de la présidence tournante par la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est donc vue comme un abcès pour le bloc occidental, l'on s'est plutôt interrogé si cela ne pouvait pas être une aubaine pour l'Afrique. Est-ce que c'était l'occasion, ou alors ce sera l'occasion de ressortir de vieux cadavres du placard et dépoussiérer certains dossiers, comme celui sur lequel on s'est appesanti tout à l'heure, celui de la plainte, ou alors la saisie du Conseil de sécurité de l'ONU par le Mali, avec des preuves à l'appui accusant la France de terrorisme et de soutien au terrorisme sur son territoire. Voilà, on a essayé d'apporter des réponses. Et selon le docteur Yamtimba, je vous accorde 1 minute de parole, 30 secondes. La bonne opportunité que nous avons, c'est cette génération. C'est cette génération qui parle de ce dont nous parlons aujourd'hui. En fait, l'opportunité pour nous ne devra jamais être basée sur les cadres que créent les autres. L'opportunité doit être créée par nous-mêmes. C'est le fait de nous approprier
l'histoire. C'est le fait de nous approprier les signes de l'histoire, les signes, les perspectives de l'histoire. C'est le fait de nous approprier finalement cette espèce d'aubaine que crée l'histoire, les occasions que crée l'histoire. De saisir ces occasions. Saisir ces occasions-là, qui va nous permettre de matérialiser cette opportunité. La génération actuelle, contrairement à ce qu'on croit, plus outillée sur le plan patriotique et nationaliste que les générations qui l'ont précédé au cours des 30 dernières ou 40, particulièrement les 60 dernières années en Afrique, qui ont été plutôt des années regrettables, hein, on peut le dire comme ça. Cette génération-là, mais avec quand même des lumières qui sont apparues ici ou là, cette génération actuelle, elle a un devoir historique. Elle a une opportunité historique, celle de se constituer comme la force qui va construire, la force qui va restaurer l'Afrique dans sa dignité, qui va construire l'Afrique et le monde noir, et qui va permettre, grâce à cela, de donner au monde son point d'équilibre grâce auquel le monde retrouvera la justice et la prospérité. C'est quelque chose de très important. Nous ne nous en rendons pas compte aujourd'hui, mais le monde a perdu la liberté quand l'Égypte antique s'est effondrée. Mais la liberté, c'est quoi? Mais la liberté résidait dans cette capacité à imaginer des structures monumentales comme les pyramides, dans cette dans ce travail fabuleux de la science qui a ouvert des perspectives insondables aujourd'hui. Et je retrouve ça dans ces deux jeunes adolescentes qui peuvent aujourd'hui démontrer quelque chose qu'on n'arrivait pas à démontrer depuis 2000 ans, ce qu'on a appelé le théorème de Pythagore. Je trouve ça assez bizarre parce que Pythagore, on utilisait déjà ce théorème-là près de 5000 ans avant qu'il ne naisse, 3000 à 5000 ans avant qu'il ne naisse. Mais bon, les Occidentaux, et c'est ça que les Occidentaux ne veulent pas qu'on leur arrache. D'ailleurs, Pythagore est plus un mythe que véritablement quelqu'un qui a vécu. Donc, c'est notre génération qui créera l'opportunité et c'est elle qui est l'opportunité. Et c'est cette opportunité-là qui doit construire ce que nous voulons voir sur la Terre. Merci infiniment, Dr Yam Timba. Je crois que vous avez largement résumé notre entretien avec vos dernières paroles. Ce fut un plaisir de partager ce moment d'échange avec vous. Regard panafricain vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la même heure et différents contenus, ce qui est sûr. À vous qui nous avez reçus chez vous, merci infiniment. Vous nous regardiez à travers nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube For You Media Africa. Nous écoutons à travers la radio For You Radio. Merci à tous. Au revoir. Permettez-moi de saluer ce soir Yabassi.